Merci beaucoup aux trois organisateurs de me donner donc la possibilité de vous présenter aujourd'hui une partie de mes recherches en thèse qui portent donc sur la Maison de Bavière et sur le personnel subalterne de la Cour de Bavière. Je souhaiterais donc commencer ma communication avec une carte. Cette carte visualise le système des résidences de la Maison de Bavière, plus précisément de la maison électorale de Wittelsbach, sous le règne de Maximilien Emmanuel, autour de 1704. La ville résidentielle de Munich, avec la résidence principale, est donc reliée à trois résidences qui se trouvent dans les environs de Munich. D'abord, Dachau, un château traditionnel des Wittelsbach dès le XVIe siècle, puis Nymphenburg. Ce château est construit dès 1664 sous Ferdinand Maria. Et en fait, le troisième complexe de résidence qui se trouve donc à Schleißheim et regroupe à la fois l'ancien château de Schleißheim et le nouveau château de Schleißheim, le projet architectural de Maximilien Emmanuel, entrepris depuis 1701, puis réalisé après le retour de l'électeur de l'exil en 1715. Ce système des résidences, donc résidence principale à Munich, puis résidence secondaire et d'été à Nymphenburg, Dachau et Schleißheim, caractérise le système de cour sous le règne de Ferdinand Maria et de Maximilien Emmanuel. Les déplacements réguliers de la famille électorale marquent donc le système de cour. La cour se déplace d'ailleurs principalement par voie routière en carrosse, mais en partie également par voie d'eau. Sous le règne de Maximilien Emmanuel, un système de canaux est mis en place dès 1689 qui a pour objectif de relier effectivement, au moins théoriquement, les quatre résidences. En 1704, donc, ce système de canaux sous cette forme permet donc de se déplacer, au moins en théorie, d'une résidence à l'autre par voie d'eau. Un dernier projet, le canal de Schleißheim, qui devait relier Munich directement avec Schleißheim, n'a pas pu réaliser. Ce nouveau système de déplacement, même si dans sa version globale reste quand même illusoire, crée également de nouveaux postes à la cour. Ainsi, en 1691, deux gondoliers de cour recrutés à Venise sont donc embauchés à la cour de Munich. Les deux gondoliers de cour, Matteo Squarzi et Maria Squariol, occupent ce poste de 1691 à 1705. L'exil de l'électeur Maximilien Emmanuel met cependant fin à leur service à la cour. On voit ici d'ailleurs l'empreinte de la chevalière du gondolier de cour, Matteo Squarzi, montrant ses initiales et une gondole, symbole donc de son activité professionnelle à la cour de Munich. Le cas de ces deux gondoliers de cour nous invite donc à s'intéresser au personnel subalterne de la cour de Bavière et en mettre en avant leur rôle crucial pour le fonctionnement quotidien de la cour et la gestion des résidences sous les deux règnes donc de Ferdinand Maria et de Max Emmanuel. Qui travaille alors à la cour? Le problème d'une définition univoque de l'objet cour continue bien sûr d'être discuté dans l'historiographie. Selon l'angle de vue, ce terme complexe renvoie à l'espace, aux normes ou bien aux personnes. Nous appréhendons ici la cour comme l'ensemble des personnes qui exercent un poste rémunéré à la cour. Les artisans et serviteurs de cour qui reçoivent donc un salaire annuel font formellement partie de la cour. Le décret de nomination fixe d'une manière formelle le début du service à la cour et spécifie la relation du travail dépendant. Après la signature et l'expédition du décret de nomination, l'ordre de paiement est envoyé à la chambre aulique et son trésor. Le personnel du trésor répertorie le nouvel arrivant dans les registres comptables du personnel de la cour. Ainsi, vous avez l'exemple, l'exemple de l'année 1699. Et cette année, pour reprendre là aussi l'exemple de notre gondolier de cour, Matteo Squarzi reçoit un salaire de 300 florins versé trimestriellement.
Sur la base de ces registres comptables de rémunération, j'ai donc élaboré une base de données relationnelle qui répertorie le personnel intégral non noble de 13 rubriques définies. Les artisans et serviteurs sont donc étudiés à partir de l'introspection de la Cour qui se manifeste dans la structure de ces registres comptables. Mon objet d'étude comporte ainsi des employés qui font partie des 3 grands départements de la Cour, celui du grand maître, celui du grand chambellan et celui du grand maréchal de la Cour. Ainsi, nous analyserons ensemble les artisans et les serviteurs qui sont regroupés dans les rubriques suivantes. Donc d'abord dans la chambre de l'électrice, dans la chambre de l'électeur, dans la chambre des princes et princesses, donc des enfants, ainsi que les artisans et serviteurs qui sont présents dans les domaines de la cuisine et de la cave, la laverie, la pharmacie, la surintendance des bâtiments et des jardins, les musiciens, la garde-robe et les serviteurs de l'argenterie. Ils ajoutent une rubrique mixte que l'on retrouve dans les registres comptables de la Cour. Ce sont les tapisseries, les tapissiers, peintres, artistes et toutes sortes de serviteurs communs. L'analyse donc combinée d'artisans et de serviteurs permet aussi de remettre en question les critères qui suggèrent une distinction plutôt nette entre artisans libres et serviteurs dépendants et nous permet de proposer une analyse combinée de diverses branches professionnelles. Le choix du corpus permet donc d'analyser le personnel subalterne de la Cour qui est chargé d'assurer le quotidien de la Cour ainsi que sa mise en scène exceptionnelle. Ces serviteurs assurent donc la maintenance du système de Cour. Le traitement de la base de données nous fournit une vision donc globale sur le personnel de la Cour répertorié dans ces 13 rubriques. Entre 1650 et 1715, le personnel de la Cour reste d'abord relativement stable, puis on remarque une période plus dynamique à partir de 1685. Sous le règne de Ferdinand Maria, de 1651 à 1679, le personnel augmente d'abord successivement, puis le nombre stagne entre 270 et 280 employés. Le changement dynastique en 1679 n'a d'ailleurs pas d'effet significatif sur la composition du personnel. Tandis que le début du règne de Maximilien Emmanuel reste également stable, on remarque une dynamisation et des ruptures plus significatives dans les années 1690 et jusqu'en 1715. La période de 1715 jusqu'à sa mort en 1726 se caractérise d'ailleurs aussi par une augmentation continue, mais qui reste cependant relativement stable à ce haut niveau de 1715. Les mariages dynastiques et l'encadrement de l'entourage des nouvelles électrices dans leur chambre expliquent aussi la montée du personnel. En 1652, avec l'arrivée d'Henriette Adélaïde de Savoie, en 1685, avec l'arrivée de Marie-Antoinette d'Autriche, et en 1695, avec l'arrivée de Thérèse Kunigunde de Pologne, la deuxième épouse de Maximilien Emmanuel. La mort des électrices, en revanche, entraîne la dissolution de leur chambre. Nous remarquons cependant une différence nette. Tandis que la mort de l'électrice veuve, Maria Anna, la mère donc de Ferdinand Maria, qui meurt en 1665, a des effets considérables sur le nombre du personnel. La mort d'Henriette Adélaïde en 1676 est moins significative sur le plan statistique, car en fait, la plupart de ces employés sont réintégrés dans d'autres domaines de la Cour et restent donc présents dans la chambre, surtout de ses filles. La mort de la première femme de Maximilien Emmanuel, Marie-Antoinette d'Autriche, en 1692, est enfin un cas exceptionnel. Il faut alors un peu rappeler le contexte de ces années-là. En fait, le 12 décembre 1691, Maximilien Emmanuel est nommé gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Il déplace alors sa résidence à Bruxelles l'année suivante, en 1692, tandis que Marie-Antoinette se retire à Vienne, où elle donne naissance à leur fils Joseph Ferdinand, avant d'y mourir en décembre 1692. La dissolution de sa chambre s'avère donc compliquée. La distance entre l'administration à Munich,
l'électeur à Bruxelles et l'entourage de l'électrice défunte à Vienne retardent considérablement le traitement et la gestion du personnel. La présence de ce personnel noble et non noble à la cour impériale à Vienne met en difficulté donc l'administration bavaroise en la personne du baron de Weichs, conseiller secret de l'électeur, chargé de gérer la dissolution de la Chambre. Dans une lettre écrite en février 1693, le baron de Weichs fait part de ses difficultés et se plaint notamment des femmes de l'entourage de l'électrice. Les femmes, il écrit, se sont fortement plaintes de mon maître auprès de la cour impériale et se sont adressées aux deux majestés, comme si on voulait dissoudre d'un coup la cour de l'électrice de feinte, payer les arriérés, mais ne les conserver plus dans la grâce électorale. Cet extrait de la lettre fait donc apparaître le dilemme entre la nécessité de licencier le personnel qui n'a plus de travail et la dimension politique de l'image publique de l'électeur qu'il faut conserver envers ses serviteurs en tant que protecteur de son peuple, mais également envers une cour étrangère, ici celle de l'empereur. Finalement, une grande partie en fait, du personnel de la Chambre est seulement réformée en 1694, donc 2 ans après la mort de l'électrice. Mais un nombre restreint reste encore officiellement en poste jusqu'en 1698. L'année 1698 coïncide d'ailleurs aussi avec la mise en place d'une réforme générale de la Cour. Et c'est cette réforme et la question de la gestion du personnel en période d'absence de l'électeur que je souhaiterais donc discuter dans la deuxième partie. Les graphes que nous avons vus montrent que le nombre du personnel augmente successivement pendant le règne de Ferdinand Maria et de Maximilien Emmanuel. Les électeurs cherchent donc constamment à réformer la Cour. Surtout sous le règne de Maximilien Emmanuel, les dépenses augmentent considérablement, liées à la fois à son engagement militaire dès les années 1680 et ses ambitions politiques, qui trouvent donc son apogée dans sa nomination en tant que gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Il déplace, comme je disais, alors sa résidence à Bruxelles en 1692 et ne retourne à Munich qu'en 1701. La décennie entre 1692 et 1701 est donc marquée par une situation de double résidence, Bruxelles-Munich, voire même une triple résidence Bruxelles-Munich-Vienne en 1692, comme je le disais. Afin de mettre donc en place une réforme générale de la Cour, une commission spécifique est formée qui, présidée par le vice-président de la Chambre Aulique, établit un protocole de réformation qu'elle envoie pour vérification à Bruxelles en mai 1698. La réformation proposée, qui touche surtout le personnel inférieur de la Cour, s'attaque tout particulièrement aux privilèges accordés aux serviteurs curieux. Le protocole propose donc de modifier les conditions de travail des employés, surtout de ceux qui restent encore à Munich. La réformation est cependant considérablement troublée, et ceci pour plusieurs raisons. La distance entre Munich et Bruxelles, une vague de protestations sous forme de suppliques de la part des serviteurs, et enfin le dilemme de la particularité de ces relations de travail, l'électeur ayant à la fois un employeur, mais en même temps, donc, dans la conception du pouvoir à l'époque moderne, protecteur de ses serviteurs. Enfin, l'électeur et ses conseillers secrets à Bruxelles doivent également veiller à maintenir l'image du prince dans la ville résidentielle à Munich. En période d'absence de la famille électorale, les bâtiments et les jardins du palais électoral jouent un rôle essentiel dans cette communication symbolique du pouvoir. 2 cas du protocole de réformation l'illustrent bien. Le premier cas concerne la pharmacie de cour. Le protocole de réformation se prononce d'ailleurs favorable à la dissolution de cette institution. Les conseillers déclarent que les dépenses pour la distribution des médicaments, l'entretien de l'institution et l'engagement des apothicaires sont trop importants et ne justifient pas la maintenance de cette institution en période d'absence de la famille. La résolution de l'électeur, notée en marge, se prononce cependant clairement contre cette réformation. Grâce à la renommée mondiale qu'elle a déjà acquise, la pharmacie de cour reste in statu quo.
La décision de ne pas reformer la pharmacie de cours n'est donc pas une décision économique, mais s'explique par la volonté du prince de garder l'apparence et de maintenir une institution qu'il considère déjà de renommée mondiale et qui sert à refléter l'image qu'il veut se donner lui-même dans la ville résidentielle à Munich. Le deuxième exemple concerne les jardins électoraux. Même si on essaie de réduire les dépenses pour l'entretien des jardins, en réduisant notamment le nombre de journaliers employés, on ne reforme pas le personnel des jardiniers de cour et le protocole de reformation témoigne d'une vigilance particulière par rapport à l'entretien des jardins. Afin de garder l'apparence de la résidence électorale elle-même pour les habitants et les étrangers, les deux jardins de la résidence doivent en tout cas être gardés en dignité. Cette réflexion témoigne donc d'une certaine réserve par rapport à une réformation plus radicale du personnel de cour. De plus, il s'avère que là aussi, la conservation de la réputation de l'électeur associée à ces bâtiments et ces jardins dans les lieux des habitants, mais également des visiteurs de Munich, occupe un rôle crucial dans cette réformation qui reste donc mesurée. Les décisions de l'électeur montrent l'importance stratégique accordée au personnel chargé de l'entretien des résidences. Cette signification symbolique du jardin de résidence pour l'image publique de l'électeur retrouve également son écho dans la publication historico-topographico-description du graveur sur cuivre de cour, Michael Wehling. En 1701, contemporain donc à cette réformation, il publie le premier tome de son ouvrage, Une commande électorale, qui sert à décrire en texte et en images le territoire de l'électorat de Bavière. Le jardin de résidence, on le voit bien ici, représente également dans sa publication un élément central dans la description de la ville de Munich. Une deuxième période d'absence, cette fois-ci forcée, marque également le règne de Maximilien Emmanuel. Après sa défaite lors de la bataille de Hochstädt, en 1704, l'électeur fuit d'abord à Bruxelles, puis à la suite du banc de l'Empire en France. L'électrice Thérèse Kunigund, qui assure d'abord le gouvernement, quitte cependant le territoire en 1705 et l'administration impériale s'installe à Munich. La période de l'administration impériale entre 1705 et 1714 marque profondément la gestion du personnel. Des réformes radicales sont entreprises et une grande partie des employés électoraux ne retrouvent plus une place de travail à la cour. On dissout donc un certain nombre de départements et d'institutions pour garder seulement un nombre très réduit du personnel pour entretenir les résidences. Néanmoins, là aussi, il s'avère que le personnel qui travaille dans la surintendance des bâtiments et des jardins n'est pas touché aussi sévèrement par cette réforme. Il reste avec des salaires réduits, en grande partie en poste. Le retour de la famille électorale et leur entourage en 1715, ainsi que la réintégration d'une partie des serviteurs qui ont été en poste en 1705, provoque une hausse considérable du personnel en 1715. Tout au long de la période étudiée, la multiplication successive des résidences et les mobilités récurrentes compliquent d'ailleurs la gestion curiale et les failles de la mécanique curiale s'observent. Leur travail à la cour leur donne en fait accès à des biens matériels comme des clés, des matériaux, mais également des produits alimentaires, ainsi qu'à des ressources immatérielles comme des secrets ou des observations, et les place donc dans une situation dans laquelle ils peuvent en tirer profit. L'administration curiale cherche donc à trouver des moyens de contrôle à travers, par exemple, l'obligation de tenir des registres sur la consommation et l'usage de produits et d'objets qui sont régulièrement vérifiés. Deux biens matériels, plus ou moins accessibles, sont d'ailleurs particulièrement attirants pour les employés de cour, les produits de la cuisine et le bois.
L'accès à la cuisine de cour et à la distribution du pain et de la bière sont des privilèges qui ne sont réservés qu'à un certain nombre du personnel. Lors de la reformation générale en 1698, la Commission cherche en effet à reformer la distribution du pain et de la bière qu'elle considère trop coûteux. De la part des serviteurs, les paiements supplémentaires en nature représentent cependant un avantage considérable, car la Cour de Bavière rencontre des difficultés financières à partir de 1690 et n'arrive pas à payer leurs employés à temps. Les produits alimentaires sont donc une ressource demandée. Un décret de l'électeur de l'année 1676 dénonce le comportement des serviteurs et leurs abus. Le décret reproche aux serviteurs chargés de dresser la table et d'apporter les repas de voler les meilleurs mets pour les ramener à la maison et les revendre en ville. L'instruction de la cuisine et de la cave fait également référence à des abus de cette sorte et propose des mécanismes de contrôle comme la fermeture stricte du cellier avec 2 clés distinctes. Le bois, selon sa qualité utilisée pour le chauffage, mais également pour la construction de meubles, représente également une ressource matérielle attractive et pose donc de nombreux problèmes. Dans les instructions et ordonnances des menuisiers, l'administration interdit strictement l'usage du bois ou de tout bois qui appartient à la cour pour leurs propres fins et des commandes particulières, sous menace de licenciement et de punition. Les abus de bois ne concernent cependant pas seulement les menuisiers, mais représentent un phénomène plus répandu. En 1698, en période d'absence de l'électeur alors, le gardien de bois envoie une lettre au maître de la cour dans laquelle il se plaint du vol de bois qui se répand. Le problème reste cependant présent et s'aggrave même. À la fin du règne de Maximilien Emmanuel, en 1726, le gardien de bois fait un bilan désastreux. Au lieu de certains qui autrefois ont transporté le bois sous leur manteau, ils le font maintenant en public et d'une manière impudente. Ils transportent le bois même sur des luges et en telle quantité qu'ils n'utilisent pas seulement le bois eux-mêmes, mais selon les dires, le vendent à d'autres personnes. La circulation du bois et des produits de la cuisine dans la ville de résidence à Munich et la pratique illégale de la revente de la part de certains employés fait donc apparaître les limites du contrôle de la part de l'administration curiale. La gestion des résidences et du service à la cour repose en effet sur la participation du personnel. L'organisation curiale est toujours confrontée à des actions individuelles de ses employés. La cour, comme système social dynamique, se constitue alors en coévolution entre l'organisation curiale et les pratiques de ses serviteurs. Je vous remercie.